Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires que je vais vous présenter. Il est réalisé avec les télés locales de France et le réseau VIA Télévision. Deuxième partie de l'émission, c'est Territoires d'info avec l'invité politique. Ce matin, c'est Fabienne Keller qui est candidate sur la liste La République En Marche aux élections européennes. Vous venez de voir sa photo sur l'écran. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité sénatoriale en troisième partie d'édition. On se retrouve pour le JT des territoires dans un tout petit instant. Tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, c'est le JT des territoires. Vous entendez parler régulièrement de possibles piratages informatiques venant de la Russie. Eh bien, nul ne semble y échapper. On se rend au Mans maintenant où depuis vendredi, le site web de la Maison de l'Europe est inaccessible, victime d'un logiciel malveillant. Le président de l'association a notamment évoqué des mouvements suspects provenant de la Russie. 5000 connexions ont été enregistrées. Michael Texier pour VIA LMTV Sarthe nous raconte cette affaire. C'est l'équipe de la Maison de l'Europe qui a réussi à le mettre en place, sinon... Il apparaissait sur le site une image qui disait que pour pouvoir se connecter, il fallait cliquer. Et quand on cliquait, bien sûr, ça envoyait tout un tas de virus sur l'ordinateur de la personne qui cliquait. C'est bien un piratage. On a actuellement perdu la main entièrement sur notre site internet. Aucune idée de qui aurait bien pu s'en prendre à la Maison de l'Europe, mais des mouvements louches sur leur site internet sont apparus dans les jours qui ont précédé. La semaine précédant l'attaque, notre site internet a été contacté plus de 5000 fois par des comptes issus de Russie. Or, notre audience principale, elle est spécifiquement sartoise, un petit peu plus largement ligérienne, donc des habitants des Pays de la Loire, voire nationale, mais elle va très rarement au-delà. C'est un mauvais coup porté à l'association à quelques jours seulement des élections européennes. C'est un vrai problème. Sur notre site internet, on retrouve tout un tas d'informations pour renseigner les gens sur le rôle du Parlement européen, la fonction de député européen, qu'est-ce que c'est. On avait mis en place depuis le début du mois de mai un compte à rebours avec une information par jour, une information concrète et utile et localisée. Mais ça pose vraiment la question de qui cherche à arrêter notre communication à J-5, 4 des élections européennes. La Maison de l'Europe tente de remettre son site en route. Elle a décidé de porter plainte. On va se rendre du côté de Campus Connecté maintenant, proposer des formations d'enseignement supérieur dans les villes éloignées des grands pôles universitaires pour que les jeunes aient envie de continuer leurs études. C'est l'objectif de ces campus connectés dont je parlais. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, a annoncé il y a quelques jours la création de 13 d'entre eux. En Occitanie, vous allez le voir, c'est 3 villes qui ont été retenues pour participer à cette expérimentation dès septembre prochain, dès la rentrée prochaine. C'est Carcassonne dans l'Aude, Cahors dans le Lot et Le Vigan dans le Gard. Julie Darling pour VIA Occitanie, notre partenaire, s'est rendue sur place. Regardez. Suivre un cursus universitaire sans sortir de sa ville, simplement grâce à des cours divulgués par des professeurs sur Internet. Seriez-vous intéressé ? C'est toujours bien de continuer les études, ça peut être pas mal. Ouais. Non, pas spécialement. Étant de Carcassonne, je ne serais pas restée à Carcassonne même s'ils avaient offert plus de structures pour... Il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, c'est pas très intéressant pour des étudiants. C'est l'idée de la ministre de l'Enseignement supérieur qui va lancer une expérimentation dès la rentrée prochaine auprès de 13 communes de France. Carcassonne fait partie des heureux élus. 28 formations allant du BTS à la licence seront disponibles. Les étudiants iront dans un local mis à disposition et sur place, des accompagnants de l'autre côté de l'ordinateur, des professeurs d'université. Une aubaine pour l'agglomération qui compte 111 000 personnes. Elle dépend pour l'instant entièrement des universités des préfectures de Montpellier et de Perpignan et s'inquiète de voir s'échapper sa matière grise. Il nous manquait, je dirais, la filière formation, puisque pour nous, il est très important
sur notre territoire qui est profondément rural, bien de capter, de garder, je dirais, la matière grise sur notre territoire. Les villes de Cahors dans le Lot et du Vigan dans le Gard vont aussi expérimenter le campus connecté dès la rentrée prochaine en Occitanie. Vous allez le voir, ça évolue aussi du côté de la petite distribution. Surnommée le Blablacar de la petite distribution, La Charrette est une plateforme de mise en relation des producteurs locaux qui les aide à réduire les coûts liés à la distribution. Un gain de temps, d'argent et une réduction de l'empreinte écologique surtout. Un reportage signé Alex Boucher pour 8 Mont-Blanc, notre partenaire. Faciliter le circuit court en unissant les producteurs, c'est le principe de La Charrette. Cette petite entreprise créée par 2 sœurs et qui compte 3 salariés mutualise les transports des produits locaux via une plateforme internet. Donc le producteur peut mettre son trajet ou pas sur La Charrette, mettre la place qu'il a dans son véhicule sur le site et proposer d'emmener les produits de quelqu'un d'autre pour rentabiliser son trajet. Il peut aussi dire voilà, cette semaine ça m'arrange pas d'y aller ou j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas besoin d'y aller, et là trouver quelqu'un qui lui achemine ses produits. Par exemple, j'ai envie de partir d'Annecy et j'ai besoin de livrer des produits à Chamonix. Eh bien justement, c'est le souhait de David. David est berger dans la ville d'Aïz. Il compte 135 brebis et fabrique quotidiennement 200 litres de lait qu'il revend dans toute la vallée. Grâce à la plateforme La Charrette, il va pouvoir livrer ses produits et ceux de Max, brasseur de bière artisanale. Là, ça nous permet d'optimiser le remplissage de notre camion au maximum. Et puis, c'est quand même mieux pour la planète parce que ça fait moins de véhicules frigo sur les routes. Donc voilà, il y a un côté écologique, il y a un côté social, et puis il y a un côté aussi qui est avant tout de rendre service également à d'autres producteurs. Le lait de David et la bière de Max se retrouvent ensemble pour limiter les frais de transport. Une rencontre commerciale et humaine. Producteur à producteur, on se crée des liens, et David il a des clients qui étaient les miens, et puis moi inversement, quoi. On est devenu voilà, en plus on est devenu potes, c'est un copain de plus, et puis on a des clients supplémentaires, voilà. La colivraison permet de livrer des produits jusqu'à 5 fois moins cher. 400 producteurs de la région participent déjà à cet intérêt économique. On se rend à Metz à présent. Le conseil municipal des enfants a été invité à déguster et juger 5 plats végétariens. Les 2 les plus appréciés seront inscrits au menu des restaurants scolaires messins. Depuis 2014, la ville de Metz a progressivement intégré des repas végétariens. Tout l'équilibre nutritionnel est validé par des diététiciens dans les menus de ces écoles. C'est une manière de sensibiliser les enfants à d'autres goûts tout en réduisant l'impact écologique de la collectivité. C'est un reportage d'Alexia Janet pour Via Mirabel. Au menu, lentilles, riz, épinards et polenta. Ces repas ont tous une particularité, ils sont végétariens. Les membres du conseil municipal des enfants de Metz sont venus pour sélectionner leurs plats favoris. Un jury qui n'aurait pas pu être mieux adapté. Souvent, on parle des enfants en parlant à la place des enfants. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que les enfants parlent avec les enfants, pour les enfants, et décident pour eux. Parce que les enfants savent aussi collectivement prendre des décisions, s'engager, penser les choses, penser la société de demain. Présentation, goût, odeur et cuisson, tous les aspects sont étudiés avec attention. Et la démarche semble séduire les principaux intéressés qui découvrent aussi une alimentation différente. C'est bien parce que déjà on ne tue pas des animaux pour les manger et je trouve ça super bon, ça change de d'habitude. Enfin, comme moi je suis pas végétarienne, ça change de d'habitude et je trouve ça super bon. En présentation je trouve que c'est un peu bof bof. En odeur je trouve que c'est bien, en goût aussi, en cuisson aussi. C'est vraiment bon. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Moins de viande, plus de biodiversité, c'est aussi le fond de cette nouvelle disposition qui vise l'éducation alimentaire de ces jeunes. Bien manger à l'école pourrait les inciter à en faire d'eux-mêmes à la maison. On travaille avec eux effectivement sur les plats végétariens, mais aussi on lutte contre le gaspillage alimentaire et on essaie d'avoir le moins de déchets possible. Et ensuite, on est aussi sur une valorisation des biodéchets. Donc voilà, c'est vraiment dans une démarche globale avec effectivement de l'approvisionnement de proximité et bio. Bilan, des plats végétariens qui restent variés et adaptés à tous, sans ôter le caractère complet et nourrissant du plat.
Et maintenant, une initiative pour prendre en main son destin dans les villes, imaginer le nouveau visage de son centre-ville. C'est ce que propose la mairie de Carqueiranne à travers une consultation citoyenne. La population a 1 mois pour s'exprimer sur le devenir de ce cœur de ville, ce qui semble beaucoup plaire aux habitants. Sur place, Noélia Sebalios-Terren pour Var Azur TV, notre partenaire. Regardez. Redessiner le visage du centre-ville de Carqueiranne pour les années à venir. Le maire de la commune s'y était engagé en début d'année. Et la démarche est de taille. Tout part de ce quartier de la Trélette, un terrain faisant l'objet d'un projet de construction de près de 500 logements que la mairie a refusé. Sur ces terrains, il est envisagé de faire 497 ou 498 logements, ce qui faisait une densité plus du double du reste de la ville. Donc c'est pour cela que ces permis de construire ils ont été refusés, mais aussi on s'est dit, mais est-ce que c'est pas le moment d'engager une réflexion sur le devenir de ces terrains-là et de l'élargir à tout ce que je disais tout à l'heure, tout le centre-ville, pour réfléchir sur tous les modes de fonctionnement et toutes les attentes des Carqueiranais. Le maire dit vouloir privilégier un nombre moins important de logements sur ce terrain avec une place pour des résidences seniors et des espaces verts. En tout cas, ceci sera abordé lors d'une démarche participative qui démarre dès aujourd'hui. Les Carqueiranais sont invités à s'exprimer autour de cet axe pour réimaginer leur centre-ville. Parmi les points forts du dossier, le problème du stationnement. Créer des places souterraines en dessous de l'actuel parking Rébuffa pour laisser plus de place aux piétons est l'une des idées avancées par la mairie. Quels aménagements pour la place de la République ou encore quel nouveau mode de déplacement pour relier le centre-ville au port de Carqueiranne? La consultation citoyenne promet d'être d'ampleur. On espère qu'effectivement, avec cette consultation qui va durer à peu près 1 mois, on aura de nombreux Carqueiranais qui seront intéressés pour nous apporter leur desiderata, le souhait ou les problèmes qu'ils ont, qu'effectivement, si ce sont des propositions raisonnées, on en tiendra compte. Autrement, on n'aurait pas engagé ces démarches-là. Les commerçants et les copropriétaires ont un premier rendez-vous avec la municipalité. Ensuite, ce sera le tour du grand public de s'exprimer lors d'un débat le 13 juin prochain à la salle des fêtes. On poursuit ce JT des territoires avec dans un instant la revue des unes de la presse quotidienne régionale. On s'y retrouve. Bonjour Saveria, 8 millions de tonnes de plastique sont jetées chaque année et à la une des dernières nouvelles d'Alsace, c'est la goélette Tara qui va traquer ces plastiques, un beau voilier d'ailleurs. La fondation Tara Océan va lancer une nouvelle mission de 6 mois sur 10 fleuves d'Europe. La goélette Tara doit quitter sa base lundi pour un tour d'Europe après la mer Baltique. Sa mission l'amènera en Atlantique et en Méditerranée. Objectif, explorer l'embouchure de 10 fleuves et mieux endiguer l'hémorragie de déchets plastiques. Le constat actuel est alarmant. Les chiffres donnent le tournis. Selon une étude de 2015, 8 millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans l'océan, soit l'équivalent d'un camion-benne par minute. Voilà, à la une de l'Éclair des Pyrénées, les vrais dégâts des ours. Y en a-t-il d'ailleurs? Il s'agit d'un problème récurrent cette période de l'année. Depuis 2011, les éleveurs pyrénéens sont chaque année un peu plus impactés par les attaques. Selon le rapport du réseau Ours Brun, 516 animaux ont été tués ou blessés après une attaque d'ours dans les Pyrénées. En majorité, les bêtes tuées étaient des brebis. Mais attention, selon les pro-ours, ce n'est qu'1% des brebis qui meurent chaque année. Les attaques d'ours ne seraient donc pas significatives à la veille des transhumances. La querelle refait en tout cas surface. À la une de Sud-Ouest, dirigée par Jean-Pierre Dorian, la rédaction. Pourquoi le sable disparaît? Le sable, c'est la deuxième ressource naturelle la plus exploitée dans le monde après l'eau. Et justement, il disparaît peu à peu en cause la surexploitation ou encore l'épuisement par érosion, un sujet dont se saisissent les pouvoirs publics. Le secteur du bâtiment est la première cause de l'épuisement des ressources. Il faut par exemple 30 000 tonnes de sable pour faire 1 km de route. Et cette disparition du sable a des conséquences importantes. Le sable est notamment indispensable pour la préservation des écosystèmes. Il protège les côtes et l'équilibre des fonds marins. La une de Sud-Ouest, édition Pays Basque, précisons-le. On continue, Saveria, avec la une du Progrès. C'est l'île flottante produira du
courant? Ça se passe à Mornan. C'est une île flottante qui fournit de l'électricité. En réalité, c'est une plateforme photovoltaïque qui a été installée au milieu du lac de la Madone. Elle s'étale sur 2500 mètres carrés, soit 630 panneaux à la surface du lac. Ces installations vont permettre de produire 250 mégawatts par an, soit de l'électricité pour 57 foyers. Voilà, et on termine par la une de Midi Libre. Et là, il s'agit de la filière viande qui se rebiffe. La filière viande qui se rebiffe, comment rassurer les consommateurs en ces temps de grande méfiance envers la viande, alors que les achats de viande et de volaille en boucherie ont à nouveau fléchi l'an dernier, de 2,2% précisément. Des professionnels ont décidé d'ouvrir les portes de leur commerce pour rassurer les clients. Les éleveurs également leur emboîtent le pas. Objectif, rassurer et séduire de nouveau les consommateurs carnivores. Filière viande à la une du Midi Libre. Merci, à tout à l'heure. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Samuel Ribaud, Jean-François Beige sont avec nous. À tout de suite. Bonjour Jean-François Beige, vous dirigez le Courrier du Parlement. Merci d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, on va parler de l'état des forces. C'est votre éditorial dans le Courrier du Parlement. Il s'agit d'Emmanuel Macron. Et puis avec vous, Samuel Ribaud, on va revenir sur l'interview que ALP, bonjour, l'agence locale de presse, que vous représentez sur ce plateau et qui travaille pour la presse quotidienne régionale, a réalisé d'Éric Caringer, qui est l'ancien médecin de Vincent Lambert. Il dit dans cette interview, ceux qui exploitent cette tragédie familiale n'ont aucune excuse. On y revient avec vous dans un instant. Jean-François Beige, le Courrier du Parlement. Vous dites que le président de la République est entré sans complexe dans la campagne des européennes. Il a voulu montrer qu'il n'était ni neutre ni inerte. Ça, on l'a vu. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup insisté sur le manège des étrangers, en quelque sorte, des personnes qui auraient intérêt à mettre de l'huile sur le feu. Et c'est curieux, au niveau présidentiel... Vous parlez même d'officines étrangères dans le papier. Oui. C'est quoi les officines étrangères? Ce sont tous les gens qui pratiquent un nationalisme venu de l'extérieur, un nationalisme d'importation, en encourageant les souverainistes, les nationalistes, les populistes. Et ça vise évidemment à la fois, on ne dira pas l'État américain, mais un certain nombre d'intérêts américains et d'intérêts russes, voire d'intérêts chinois. Et le président a été assez explicite, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un G7 à Biarritz au mois d'août, et qu'il ne faut pas qu'il attaque trop ses pairs. Mais il y a vraiment, c'est assez intéressant cette... Vous dites que ces officines dont vous parlez attaquent l'organisation politique du continent européen, oui, l'alliance monétaire des pays membres de la zone euro. Oui, ce qu'ils ne veulent pas, c'est une Europe puissante, la puissance Europe. Il faut se rappeler que, d'ailleurs, Emmanuel Macron était très bien placé, au mois d'octobre... début novembre, avant la crise des Gilets jaunes, il était très bien placé pour prendre un certain leadership en Europe, parce que Madame Merkel était un peu sur le retrait, sur la fin, et il était... on parlait de lui vraiment presque comme d'un leader européen nouveau, les crises internes françaises, on peut parler de crise au pluriel, parce qu'il y a eu les Gilets jaunes et puis d'autres affaires comme Benalla, etc., l'ont beaucoup affaibli. Et on peut penser quand même que ça fait bien le jeu de ceux qui ne veulent pas une Europe puissance. Samuel Ribaud, c'est quoi? Dieu me garde de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Au marché. Et en même temps, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Les crises internes ont largement affaibli Emmanuel Macron. Il avait prononcé un discours à la Sorbonne qui aurait dû faire date, qui aurait pu faire date, qui fera pas date. C'est une évidence. Et qu'il l'a positionné d'emblée en donneur de leçons, sans pouvoir derrière donner des gages à l'Europe. C'est ça le problème. Mais nos alliés en Europe, ils ont, j'allais dire, tous le même intérêt que nous, d'avoir une Europe forte. Ah oui, mais vous voyez, même la sémantique est importante. Vous dites nos alliés. Oui. On est tous alliés en Europe. On est 27 pays qui sont censés être alliés et partenaires. On devrait tous travailler dans le même sens. Et vous-même qui êtes au courant de la chose européenne, de la chose politique, vous en venez à dire nos alliés. Voilà où on en est au sein de l'Europe. Les courants qui la traversent sont tellement devenus antagonistes et sont devenus tellement puissants
qu'elle ne sait plus à quel sein se vouer. Et à ce titre-là, le scrutin de dimanche, qu'on a, à mon avis, et la presse y a joué son rôle, présenté à tort comme un scrutin national dans chacun des pays pour valider les politiques internes menées par tel ou tel État, vont être cruciales. Le résultat va être absolument crucial et va probablement entériner, alors là, pour le coup, je reviens sur ce que disait Emmanuel Macron, va probablement entériner cet antagonisme entre progressistes, nationalistes, souverainistes, et l'Europe va devenir, sinon ingouvernable, en tout cas très difficile à faire avancer. Alors, ces élections européennes, cette campagne aurait pu permettre d'y voir un peu plus clair sur tous ces sujets. Et vous écrivez, Jean-François Beige, qui a appris quelque chose de plus sur les institutions de Strasbourg et de Bruxelles ces dernières semaines? Qui a été persuadé d'aller voter par les spots télévisés des différentes familles politiques comme atomisés? On pourrait rajouter que nous a appris les débats télévisés aussi. Oui, on pourrait faire, on aurait dû d'ailleurs le faire. Nous ont appris les affiches de campagne. On aurait dû faire un quiz avant la campagne en disant qu'est-ce que vous savez du Parlement européen, qu'est-ce que vous savez des institutions, etc. Puis on refait le même quiz en fin de campagne et on s'aperçoit que les gens n'ont rien appris, sauf ceux qui ont le temps. Mais là, on ne sait pas plus de choses, il n'y a pas eu de pédagogie européenne. Or, s'il y a les élections européennes, ça devrait servir à ça, ça devrait servir à nous expliquer pourquoi il y a un Parlement, pourquoi il y a une commission, etc. Et on le fait, mais pas assez. Alors, dans la dépêche, aujourd'hui, et c'est sur ladépêche.fr ce matin d'ailleurs, et hier, Éric Carigé, qui est l'ancien médecin de Vincent Lambert, s'exprime. Vous l'avez rencontré, Samuel Ribaud, avec la LP, l'agence locale de presse. J'ai retenu cette phrase. « Je suis choqué par le nombre d'énormités qu'on peut entendre depuis quelques jours, alors que le discours réfléchi et modéré des membres de la communauté scientifique et juridique est inaudible. » Il parle de Vincent Lambert, qui a été son patient. Oui, Éric Carigé, je l'avais rencontré il y a 5 ans, lorsqu'il était le médecin en charge de Vincent Lambert au CHU de Reims à l'époque, et il avait été le premier à se prononcer pour un arrêt de l'hydratation et de la nutrition de Vincent Lambert, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Lorsqu'on dit qu'il faut accompagner Vincent Lambert vers la fin. Et cet homme-là avait reçu un tombereau d'insultes, avait été poursuivi par les franges catholiques les plus radicales. Et c'est un médecin très intéressant parce Plus que ça, pardon, je vous coupe, mais les parents Lambert l'avaient poursuivi pour assassinat. Oui, ils avaient tenté de le poursuivre pour assassinat. Donc, c'est vous dire où en étaient les choses à l'époque. Or, Éric Carigé, il est médecin. Il ne leur en veut pas d'ailleurs. Il se dit chrétien, il se dit humaniste, et c'est plutôt quelqu'un qu'on rangerait à droite, catholique, et qui en est venu à décider d'arrêter de nourrir Vincent Lambert parce que son observation de la situation médicale, neurologique et juridique qui entourait Vincent Lambert l'avait amené à ce constat. Et aujourd'hui, quand il voit ce qui se passe, quand il entend ce qui se dit, il a l'impression de revivre ce qui l'a amené, lui, d'ailleurs, à quitter le CHU de Reims à l'époque et à quitter les équipes avec lesquelles il travaillait autour de Vincent Lambert parce que la pression était devenue trop importante. Ce qui est très intéressant avec Éric Carigé, c'est qu'il a un discours mesuré, il a un discours retenu, et il a un discours réfléchi, et je pense qu'il est l'une des 3 ou 4 personnes les mieux placées pour parler de l'affaire Vincent Lambert. Voilà, il en veut à ceux qui exploitent cette tragédie familiale. Il dit ils n'ont aucune excuse. Oui, il parle de quoi, de certains politiques? Oui, mais parce qu'il n'y a pas de... Oui, alors, surtout des comportements indécents. On a tous vu les avocats se réjouir bruyamment, comme s'ils avaient gagné... Et s'excuser après, d'ailleurs, ayant réalisé quand même. C'était un peu tard. C'est trop. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de législation satisfaisante. Et en aura-t-il une un jour? Je ne sais pas. C'est un problème tellement lourd, tellement dur. Ce que l'on observe tout de même, à la lumière de ces nouveaux développements, c'est qu'en Suisse ou en Belgique, il y a une législation qui prévoit une hiérarchie dans les ayants droit à dire leurs mots. On dit que le conjoint doit passer avant les parents, etc. Je m'étonne quand même qu'on n'ait pas eu l'idée de faire cela en France. Quel est l'avis d'un médecin,
de ce type, sa vie à lui, après ce genre évidemment sa vie à lui a été de tragédie qu'il a connu, très très marqué par ce qui s'est passé. Il a été, vous l'aviez dit, vous l'avez répété, poursuivi à titre personnel. Sa famille, a été elle aussi l'objet de la vindicte. Il a dû quitter la région, quitter son poste. Il avait passé 25 ans au CHU de Reims. C'est quelqu'un de totalement impliqué dans son travail. Il continue d'exercer. Oui, aujourd'hui il gère un service de gérontologie dans lequel il est totalement investi. J'aurais du mal à vous le dire. Je crois que dans l'Ouest. Toujours est-il que on a réussi à avoir, entre guillemets, la peau de cet homme-là, qui était investi, qui était précurseur dans l'approche des soins palliatifs, qui faisait partie d'un petit collège de personnes qui étaient habilitées à réfléchir sur la fin de vie. Et effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est que Rachel Lambert, donc l'épouse de Vincent Lambert, qui le connaît, qui a vécu avec lui, qui l'a entendu dire, il était infirmier, je vous rappelle quand même, hein, c'est quelqu'un qui trimballait des brancards, qui savait ce que c'était que la fin de vie, et les gens tétraplégiques ou en incapacité de pouvoir s'exprimer, avait toujours dit ne me laissez pas finir comme ça. Voilà. Sauf qu'en France, il faut non seulement écrire ses volontés, enfin les coucher par écrit, pardon, et effectivement, il y a cette idée de hiérarchie dans la famille. Aujourd'hui, les parents de Vincent Lambert peuvent faire capoter toutes les décisions qui sont prises selon la loi Claes-Léonetti, qui est une bonne loi, je le rappelle, une loi qui a quand même été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, c'est assez rare. Mais les lois ne peuvent pas tout prévoir. Bien sûr, et lorsqu'on écrit en plus, ça peut être interprété par le corps médical d'une manière aussi propre. Alors cela dit, il y a un texte qui circule sur Internet, si vous voulez que les choses soient claires pour vous ou les vôtres, hein, vous pouvez le retrouver, le signer, et c'est la date qui fait foi, donc vous pouvez le signer tant de fois que c'est vrai vous qu'il faut le penser. Merci beaucoup Samuel Ribaud, hein, l'interview d'Éric Carigé, l'ancien médecin de Vincent Lambert, dans ladépêche.fr que vous avez réalisé avec la LP, l'agence locale de presse, et puis l'éditorial de Jean-François Beige, l'état des forces dans le courrier du Parlement sur Emmanuel Macron. Voilà, merci monsieur, on regarde la météo des territoires. Ensemble, vous allez voir, il va faire beau, et ça va se réchauffer en France aujourd'hui. On se retrouve messieurs après, bien sûr. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est Fabienne Keller, candidate sur la liste La République En Marche aux élections européennes, qui est notre invitée politique ce matin. On va partir du côté du reste du monde maintenant, notamment grâce aux Zap Monde de TV5 Monde. On va partir regarder ce qui se passe du côté du Brexit. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission d'ailleurs, avec Jean-François Beige et Samuel Ribaud. Des élections européennes qui ont aussi lieu au Royaume-Uni, vous allez le voir, et le pro-Brexit Nigel Farage domine la campagne électorale de l'autre côté de la Manche. Voilà, on se retrouve après avec l'invité politique. On regarde ça ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est tout le paradoxe britannique. Le Royaume-Uni, censé quitter l'Union européenne depuis près de 3 ans, pourtant forcé d'élire à nouveau ses eurodéputés. Et comble de ce paradoxe, en tête des sondages, le nouveau parti pro-Brexit du revenant Nigel Farage. Si nous remportons une grande victoire jeudi, nous éliminerons toute possibilité que le Parlement nous impose un deuxième référendum, car ils savent qu'ils le perdraient.
Le sperme suisse menacé. Le sperme des jeunes Suisses est de mauvaise qualité, elle est même la moins bonne en Europe. Ce sont les résultats alarmants d'une étude réalisée sur 2500 jeunes conscrits. La qualité du sperme, elle est médiocre, voire critique pour certaines personnes. Plus de 60% des hommes ont au moins un des paramètres qui est en dessous des normes de l'OMS. Comment l'expliquer? Ce seraient les modifications de style de vie et d'environnement, d'après les médecins. Si l'enquête du procureur Muller a blanchi le chef de l'État des soupçons de collusion avec Moscou lors de la présidentielle, elle n'a pas levé le doute en revanche sur de possibles obstructions à la justice. Raison pour laquelle les démocrates ont lancé de nouvelles enquêtes parlementaires. Or, cette semaine, des collaborateurs de Donald Trump ont refusé de coopérer. Le fait est qu'à la vue de tous, dans le domaine public, ce président fait obstruction à la justice, qu'il dissimule et que cela pourrait être un motif de destitution. Même si la SQDC a perdu 4,9 millions de dollars depuis le début de ses activités, elle soutient être en mesure de verser 20 millions de dollars au gouvernement québécois d'ici le printemps prochain. Mais dans les prochains 12 mois, on va ouvrir 30 nouvelles succursales. La Société d'État vient de rouvrir ses boutiques 7 jours sur 7. Ça donne beaucoup plus d'opportunités aux gens de venir acheter et faire rouler l'économie à ce niveau-là. 7 jours sur 7, c'est parfait. C'est comme le McDo, c'est ouvert tout le temps.